Et donc Gaston Berger était, pour Senghor, la figure même du métis. Pas seulement le métis biologique, parce qu'être métis biologique, c'est au fond un accident. Je veux dire, deux êtres s'aiment qui viennent d'horizons et d'ethnicité, on va dire, différentes, et on est enfant de deux cultures, de deux horizons, de deux origines. Mais le plus important, c'est d'être métis dans sa tête. Autrement dit, ce n'est plus le métissage qui est un pur fait biologique, c'est le métissage qui est un choix éthique et un choix intellectuel. Celui-là est le plus important. Et c'est celui-là que Senghor voyait en Gaston Berger. Métis parce que sa grand-mère était sénégalaise, évidemment, mais également, surtout métis parce que c'était un penseur du temps, un penseur de la caractérologie et un penseur de la mondialisation. À l'époque, on ne parlait pas encore de mondialisation, mais Gaston Berger avait une réflexion très profonde sur le fait que les parties du monde se retrouvaient ensemble désormais et que le monde allait de plus en plus vite vers des horizons qu'il nous fallait maîtriser en sachant d'abord les penser, en sachant d'abord les imaginer et les penser. Et c'est cela qui est important dans la pensée prospective. On dit toujours des Africains, ça c'est le point de vue stéréotypique, ethnologique que l'on a sur l'Afrique et les Africains, que les Africains sont des peuples de la tradition, que la tradition est extrêmement importante pour eux, que l'histoire est extrêmement importante pour les Africains et la pensée africaine. D'ailleurs, on vous soulignera à l'envi que la plupart des langues africaines n'ont pas un temps du futur, ce qui est absurde d'ailleurs, parce qu'on compare toujours en ayant l'impression que l'on parle soi-même une langue qui serait la norme, et on définit d'autres langues par ce dont elles manqueraient par rapport à cette langue-là. Ça n'a pas de sens. Beaucoup de langues n'ont pas de marqueur du futur. L'hébreu est dans ce cas-là, l'arabe, parce que vous pouvez ajouter un « ça » pour faire du futur, mais en réalité, ce sont des langues sans futur, sans temps marqué du futur. Mais par ailleurs, le futur est parfaitement présent dans toutes les langues du monde. Toutes les langues du monde savent exprimer demain, un demain qui serait au-delà du simple de vendredi. Eh bien, c'est le point de départ de la réflexion qui a été la mienne. L'idée qu'il n'y a pas une culture du temps. Autrement dit, le temps, la réflexion sur le temps n'est pas liée à une culture particulière. Nous sommes, nous autres Africains, Sénégalais en particulier, les premiers à nous moquer de notre conception un peu relative du temps. Quand je dis à quelqu'un « rencontrons-nous à midi », je lui dis « oui, mais ce n'est pas le temps CFA, ça veut dire on se rencontre à midi pile ». Et d'ailleurs, je suis sûr que beaucoup de ceux qui nous écoutent ont été surpris. Toi et moi sommes entrés en scène à 18h pile, la montre faisant foi. Ce qui montre bien que nous sommes totalement déracinés et métissés aujourd'hui, bordelais. Alors, ça veut dire que la pensée prospective et la projection de soi-même dans le futur n'est d'aucune culture. Aucune culture ne l'a en apanage parce que ce serait l'expression de sa propre culture. L'Europe a commencé à avoir le même temps pour tous les différents terroirs lorsque le chemin de fer a fait en sorte que quand on quittait Paris à 8 heures, il était prévu qu'on soit à Dijon à je ne sais pas quelle heure, combien de temps il faut. À ce moment-là, il fallait chronométrer toutes les montres. Ça veut dire que la conception du temps était davantage liée à l'organisation du travail qu'à l'expression de quelque culture que ce soit. Donc, si nous sortons du stéréotype de la relation des Africains au temps, il reste maintenant à définir ce que signifie pour nous, en revenant à Gaston Berger, d'imaginer l'avenir. La citation que tu viens de faire de Gaston Berger, moi, paraphrasant Gaston Berger, c'est que imaginer le futur, il ne s'agit pas simplement de le voir, il s'agit de le faire. Gaston Berger dit que l'avenir est ce que tous ensemble nous ferons. Ça veut dire que la prospective n'a pas simplement une dimension théorique, contemplative, elle a d'abord et avant tout une dimension active. C'est une dimension de praxis, comme on dit dans le jargon de ma discipline. Autrement dit, tu as deux manières d'imaginer une action. Soit mon action est déterminée par la tradition ou le passé ou l'histoire.
je dis en fonction de ce que mon histoire a été, je vais agir de telle manière. Ou bien, mon action est dictée par la prospective, c'est-à-dire que sa signification va venir du futur. Voici où je veux en être dans 25 ans. Voici l'horizon temporel que je me donne. Dès lors que voici le scénario souhaitable, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Tu vois que dans un cas, c'est comme si tu étais poussé par la tradition à agir de telle ou telle manière, et dans l'autre cas, c'est comme si tu étais happé par le futur. Autrement dit, le sens de mon action est dicté par le futur et non pas dicté par la tradition. Et c'est à cela que nous devons, d'une certaine manière, nous convertir. Toute culture confondue. Et c'est probablement cela la force des diasporas, pour répondre maintenant plus précisément à ta question. Le migrant a une force énorme, parce que quand le migrant s'en va, quitte son lieu naturel, familial, et se retrouve en territoire étranger, en principe, il ou elle sait ce qu'il fait. Et c'est cette force prospective, précisément, qui l'anime, qui fait que la migration est très souvent une réussite. Je parle des migrants que je côtoie plus probablement maintenant aux États-Unis. Quand on regarde les réussites en fonction des origines, les Nigérians sont au sommet de la réussite scolaire, par exemple, aujourd'hui aux États-Unis. Il y a un livre d'ailleurs qui a été écrit sur cela. Pourquoi? Parce que c'est la force de la migration. Dès lors que vous partez de chez vous, en principe, vous savez ce que vous faites. Et donc, cette espèce d'énergie prospective qui est celle du migrant, c'est la lecture que je fais et c'est l'application que je fais, ainsi que tu m'y invites, de la philosophie bergérienne à la question des diasporas africaines. Merci Bachir, Alors on va effectivement avoir un temps réservé à l'échange avec la salle, mais je voulais t'inviter à réagir sur deux points. D'abord, donc je rappelais tantôt que tu avais consacré, tu l'as dit toi-même, du temps de recherche sur l'islam et notamment sur la tradition critique, n'est-ce pas, en islam. Et on sait aujourd'hui que tu es aussi très préoccupé par les questions du vivre ensemble, de comment on arrive à tisser le lien entre toutes les composantes culturelles des sociétés en Afrique et dans le monde. Très souvent, l'actualité nous renvoie à des caricatures, etc. Alors même que, à travers ton travail autour de Mohamed Iqbal et de bien d'autres, eh bien, tu arrives à montrer que cette tradition-là a une pensée critique extraordinaire et que il y a une richesse effectivement de cette tradition qui peut être aussi nourricière du vivre ensemble aujourd'hui en France et ailleurs. Est-ce que tu peux réagir là-dessus? Oui. Alors, je vais essayer d'aller vite. Et d'ailleurs, ça me ramène un peu à ce que je disais tout à l'heure de la manière dont, à un moment donné, je me suis mis à travailler sur l'histoire de la philosophie dans le monde islamique. Quand je suis rentré à Dakar, venant de France, la formation universitaire que j'avais reçue n'était pas celle-là. J'étais philosophe, j'avais suivi le cursus honorum habituel des philosophes, donc l'école normale, tu l'as rappelé, l'agrégation, le doctorat, et tout cela, je l'avais fait en philosophie de l'algèbre et des mathématiques, avec un magnifique professeur qui était Jean Toussaint de Santi, et mes profs à l'école normale, Althusser et Derrida. Et donc, quand je suis rentré chez moi, l'islam n'était pas ma préoccupation. Je ne l'avais jamais été athée. Même quand j'étais maoïste, je n'étais pas athée. Donc, je vivais la contradiction. Si je bavardais avec quelqu'un, c'était jamais à propos de la religion. Et d'ailleurs, nous sommes dans un pays, la France, où ça ne se fait pas. C'est mal poli de parler de religion. Eh bien, mais une fois que je suis rentré chez moi, que la question de l'islam est devenue une question mondiale en général pour de très mauvaises raisons,
nous nous sommes dit dans mon département de philosophie que nous n'avions pas le droit, étant un département de philosophie dans un pays musulman, très majoritairement musulman, de ne pas enseigner le monde islamique, de rappeler à tout le monde, d'abord à nous-mêmes et à nos étudiants, qu'il y a effectivement une tradition critique, une tradition de questionnement, une tradition sceptique et une tradition pluraliste, c'est le plus important probablement, dans la réflexion philosophique dans le monde de l'islam. Tu sais, pour te donner un exemple de ce que cela peut signifier, un philosophe musulman, parmi les premiers du Xe siècle, Al-Farabi. Al-Farabi disait qu'au fond, les êtres humains avaient une faculté qui leur permettait de saisir les significations spirituelles les plus élevées, directement, d'une certaine façon. Qu'ils avaient besoin peut-être pour cela d'être assistés. Cette faculté en eux avait besoin d'être assistée et que c'était le rôle des prophètes de les assister. Mais qu'au bout du compte, si on dépouille ces réalités spirituelles des habillements que les traditions leur apportent, elles sont en quelque sorte identiques et elles sont les mêmes. C'est-à-dire, encore une fois, une manière d'exprimer philosophiquement ce fait que la vérité est une et qu'elle se réfracte de différentes manières. Si on comprend cela, on est à ce moment-là attentif à la manière dont la même vérité est réfractée de manière différente. Le Coran ne dit pas autre chose. Il y a une citation qui devrait être plus connue, probablement du Coran, où il est dit que si Dieu avait voulu, il aurait fait de l'humanité un seul et même peuple, une seule et même communauté, mais il ne l'a pas voulu, et qu'il a voulu le test de la différence, en indiquant dans le même verset que c'est seulement lorsque les humains seront revenus à lui qu'il leur indiquera la vérité de leur divergence. Autrement dit, il y a un point sur lequel nous ne pourrons jamais rendre raison totalement des différences qui sont les nôtres. Mais si nous avons cette conviction éthique que les différences qui sont les nôtres sont la réfraction d'une même vérité, ce qui n'a rien à voir avec le relativisme. Le relativisme dit qu'il n'y a pas de vérité, en gros. Là, il ne s'agit pas de relativisme, il s'agit de pluralisme, et les deux choses sont différentes. Le pluralisme, c'est une vérité une réfractée de plusieurs manières. Le relativisme, au fond, c'est un scepticisme consistant à se demander où est la vérité, est-ce qu'il y en a même une, il n'y a que des interprétations. Et cette force du pluralisme a été effectivement explorée par un certain nombre de penseurs dans le monde musulman. J'ai parlé d'Al-Farabi, j'aurais pu parler d'Avicenne, d'Averroès, un auteur plus récent que tu viens de citer, auquel j'ai consacré un ouvrage, étant l'Indien Muhammad Iqbal. Quand je dis l'Indien, j'ai toujours des amis ou des collègues pakistanais qui sursautent en disant « mais enfin, il est pakistanais ». Je dis « non, il est mort en 1938 et l'Inde était l'Inde ». Il n'y avait pas encore les indépendances séparées du Pakistan, de l'Afghanistan et de l'Inde. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il aurait voulu cette vivisection-là, alors qu'on fait de lui le père spirituel du Pakistan. Mais c'est la continuation de la même veine, de cette veine pluraliste, et qui dit pluralisme dit tolérance, et tolérance véritable. Parce que si je pense que la vérité, une, se réfracte de plusieurs manières, à ce moment-là, je ne suis pas simplement tolérant vis-à-vis de ta vérité. Au contraire, j'en suis curieux. J'ai envie de savoir ce qu'il en est de ta vérité parce qu'elle va m'enseigner quelque chose sur ma vérité. Parce que, justement, j'ai une attitude pluraliste. Et donc là, nous n'avons pas cette espèce de tolérance qui est un petit peu un terme méprisant. Dire que je tolère quelqu'un, c'est quand même estimer qu'il est dans l'erreur, mais enfin, bon, je te permets de vivre à côté de moi et peut-être même de partager un verre. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de comprendre, au contraire, que ta manière de croire, ta manière de t'articuler à la vérité m'enseigne quelque chose sur ma propre foi. Et ça, c'est la leçon dont sont porteuses la plupart des religions humaines. Lorsqu'on les regarde sous un certain angle, les religions humaines disent toujours la même chose, c'est-à-dire qu'elles expriment avant tout la vérité profonde de notre condition humaine. Les vérités de la religion, avant d'être des vérités à propos de Dieu et des réalités spirituelles, sont d'abord des vérités à propos de nous. Les textes religieux sont écrits
pour les humains, leur parle des humains, leur parle d'eux-mêmes et leur parle de la vérité profonde de leurs conditions. Et si on regarde les religions de cette manière-là, à ce moment, on comprend leur convergence. C'est ce que j'essaye de dire dans les textes que je lis et dans les réflexions que les textes que je lis m'inspirent. Tu as parlé de mon livre « Philosophie en islam ». J'ai une version qui va... Alors, j'ai dans mon cartable, d'ailleurs, les épreuves à corriger, une version un peu plus élargie dans la traduction anglaise en américain, en anglo-américain, qui va paraître d'ici quelques mois. Et qui résume un petit peu les enseignements dans ce domaine-là, de la falsafa, de la philosophie, de la tradition philosophique en islam, que j'ai commencé à Dakar. Je me suis improvisé professeur dans ce domaine-là à une époque où nous avions décidé de créer cet enseignement. Aucun d'entre nous n'était spécialiste. Ça n'était pas la formation que j'avais reçue sur le plan académique. La seule raison qui faisait que je pouvais essayer de tenir le rôle jusqu'à ce qu'on engage un spécialiste, c'était une tradition familiale.